Donc, je disais, je suis médecin psychiatre au CHU de Lille, je suis chef de clinique et donc je passe une thèse d'épidémiologie sur les conduites suicidaires. Et donc, je vais vous présenter du coup une partie de ma thèse. Je débute d'abord par la présentation du dispositif Vigilance, qui est un dispositif du coup qui est né à Lille et qu'on est en train de déployer en France entière. Donc, pourquoi on a développé le dispositif Vigilance? On se rend compte dans notre pratique quotidienne, quand on évalue des patients qui viennent de faire une tentative de suicide, qu'à peu près 1 sur 2 n'acceptent pas d'être hospitalisés après la tentative. Donc ces patients sont ensuite un peu perdus de vue, ils rentrent chez eux, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et un grand nombre d'entre eux vont récidiver. Et donc on souhaitait maintenir du lien avec ces patients-là pour éviter la récidive. Donc, plusieurs études ont été développées dans cet objectif de maintenir du lien avec les patients suicidants. Il y a eu des études qui se sont basées sur l'envoi de cartes postales aux suicidants, d'autres sur l'appel téléphonique après une intoxication médicamenteuse. Et c'est comme ça que le dispositif Algos est né, je vais vous le présenter juste après. On s'est rendu compte dans l'étude où on appelait les patients suicidants que les primo-suicidants, ceux qui n'avaient fait qu'une seule tentative de suicide, ça n'avait pas d'impact sur eux, le fait qu'on les appelle après cette tentative. Donc, dans le dispositif Algos, c'était une étude, un essai clinique, où on appelait du coup uniquement les non-primo-suicidants et on leur envoyait également des cartes postales. Cette étude-là, elle a montré des résultats assez prometteurs et donc c'est sur cet algorithme développé par Algos que s'est basé le dispositif Vigilance. Vigilance, maintenant, il est développé dans 17 régions en France et donc c'est une veille post-hospitalière. Donc ça, c'est le développement de Vigilance dans les Hauts-de-France, donc dans tous les services d'urgence actuellement dans les Hauts-de-France. Dès qu'un patient fait une tentative de suicide, il est inclus dans Vigilance. Les patients dans Vigilance, ils sont inclus dans les 7 jours suivant une tentative de suicide. Donc tous les patients dans les Hauts-de-France et dans les autres régions maintenant concernées, dès qu'ils font une tentative de suicide, ils sont inclus dans Vigilance et ils reçoivent à ce moment-là une carte ressources qui est un numéro vert qu'ils peuvent appeler en journée s'ils ont besoin de parler ou s'ils ont des idées suicidaires. Ensuite, on a vu que les non-primo-suicidants allaient être appelés, comme pour Algos, entre le 10e et le 21e jour après la tentative. Lors de cet appel, s'ils sont en crise suicidaire, le vigilanceur va appeler le SAMU. Si c'est des patients qui ne répondent pas ou s'ils apparaissent comme étant encore en difficulté après la tentative, alors on va leur envoyer des cartes postales tous les mois pendant 4 mois. Et si l'appel s'est bien déroulé, le dispositif de veille s'arrête là jusqu'au 6e mois. Au 6e mois, on avait pour objectif de rappeler tous les patients qui avaient fait une tentative de suicide, même les primo-suicidants. Ça n'a pas forcément été possible, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris sur l'appel à 6 mois. Et donc actuellement, il n'y a qu'un petit nombre de patients qui bénéficient de cet appel. Donc ça, c'est la carte de crise qu'il aurait remis, la carte ressources, juste après la tentative, avec le numéro vert qu'ils peuvent appeler en semaine, et avec la consigne d'appeler le SAMU si c'est en dehors de ces créneaux-là. Ça, c'était pour vous montrer un peu l'efficacité, l'étude de l'efficacité de Vigilance dans les Hauts-de-France. On voit, selon le taux d'inclusion dans Vigilance, on va voir la diminution du taux d'admission aux urgences pour une tentative de suicide. Et donc, on voit une diminution du taux dans les unités où on inclut beaucoup dans Vigilance. Donc, plus on inclut, plus on va voir le pourcentage de tentatives de suicide aux urgences qui diminue. Là, je vais vous présenter les résultats de mon étude sur la mortalité dans le dispositif Vigilance. C'est l'étude qui vient d'être acceptée dans le Journal of Clinical Psychiatry, donc elle sera, je pense, publiée prochainement. On s'est demandé finalement qu'est-ce qu'ils deviennent, ces patients suicidants, une fois qu'ils ont été vus pour une tentative de suicide. La plupart des études se sont intéressées à la mortalité par suicide après une tentative, mais on ne connaissait pas quelles étaient les autres causes de décès qui pouvaient être impliquées. Et également, les autres études souvent se basaient sur la mortalité après un passage à l'acte auto-agressif. Donc nous, on a vraiment les tentatives de suicide donc, de manière un peu plus précise. Et donc, on voulait voir quelles étaient les causes de décès, le taux de mortalité et les facteurs de risque de décès dans notre cohorte Vigilance. Pour cela, j'ai utilisé les données de la cohorte Vigilance de 2017 et de 2018. On avait donc environ 7400 patients suicidants dans cette cohorte de Vigilance des Hauts-de-France. On dispose pour chaque patient des données socio-démographiques de base, l'âge, le sexe, etc.
de la méthode de tentative de suicide et du lieu où ils ont été inclus. On a recherché un an leur statut vital. Au tout départ, dans notre étude de mortalité, on a fait quelque chose de très laborieux, c'est qu'on a envoyé des courriers aux mairies de naissance et aux mairies de domicile pour connaître le statut vital de ces patients. Et donc, on attendait les retours pour les 7400 patients. Donc, ça a été vraiment extrêmement laborieux. Et finalement, en 2020, l'INSEE a mis en ligne les registres de mortalité. Et donc, on a juste croisé nos bases. Ça nous a pris 5 minutes. Et donc, on avait le résultat. Bon, on a pu confirmer que les mairies nous avaient bien répondu. Mais c'était beaucoup de travail pour, au final, 5 minutes grâce à l'INSEE. Une fois qu'on a obtenu le statut vital de nos patients, on avait une liste de patients qui étaient décédés, donc 1 an après leur tentative. Et on a du coup essayé de rechercher de quoi ils étaient décédés. Et pour faire cela, on a appelé les médecins traitants et les psychiatres traitants de ces patients. Ensuite, on avait un faible nombre de patients pour lesquels on n'avait toujours pas la cause de décès, parce que le médecin traitant, il n'y en avait pas de déclaré ou il ne savait pas. Et pour ces causes-là, on a consulté le CEPIDC. On a fait des statistiques descriptives avec le taux et les causes de décès. Et ensuite, on a fait un modèle de Cox pour repérer quels étaient les facteurs de risque de décès par suicide, aussi de décès de toute cause. Dans notre cohorte de patients, on a à peu près 27% de patients qui ont moins de 25 ans. J'ai un peu centré mon propos sur les plus jeunes pour cette demi-journée. On voit qu'on a quand même un patient qui a moins de 10 ans, on en a 200 qui ont entre 10 et 14. Enfin, voilà, on peut avoir des patients très jeunes dans cette cohorte. Ça va de 8 ans à 89 ans, il me semble. Une majorité de femmes et à peu près autant de primo et de non-primo-suicidants. Ce sont à peu près les mêmes caractéristiques sociodémographiques que les cohortes naturelles de suicidants qu'on retrouve un peu partout ailleurs. Et la plupart, dans les autres départements, ça veut dire qu'ils étaient inclus dans les services. Les patients étaient pour la majorité inclus aux urgences, en psychiatrie et en pédiatrie. La méthode de TS qui amenait à l'inclusion dans vigilance était pour la plupart des intoxications médicamenteuses volontaires ou des phlébotomies. Il y avait souvent, si c'était un autre moyen, l'association à une IMV était très très fréquente. Et l'association à une consommation d'alcool était aussi fréquente, un cas sur 2 associé sa TS à une consommation d'alcool. Là, c'est nos premiers résultats donc, de mortalité. On avait 125 patients qui étaient décédés 1 an après leur TS, ce qui fait à peu près 1,7% de notre cohorte qui est décédée dans l'année suivant sa TS. Sur ces patients-là, on a 77 suicides, donc 1% de décès par suicide dans l'année suivant la TS. On voit que à peu près la moitié des décès surviennent dans les 4 mois suivant la tentative. Et donc là, c'est le mauvais... Quand on regarde les causes de décès, le suicide est la cause de décès la plus fréquente dans l'année suivant la tentative, suivie par les causes cardiovasculaires et les accidents. Et en B, c'est les modes de décès, et donc les patients qui décèdent par suicide décèdent souvent par pendaison ou par IMV. Et pour un certain nombre d'entre eux, on ne connaît pas la méthode qui a été utilisée. Ensuite, on a fait des analyses par sexe. En A, c'est le sexe féminin et ensuite en B, le sexe masculin. On voit que selon les classes d'âge, on a très peu de décès chez les patients de moins de 25 ans. On a 2 décès chez les femmes et 1 décès chez les hommes. Et la classe d'âge où il y a le plus de décès, c'est les plus de 65 ans. Ce qui est des choses qui sont assez habituelles, il me semble, dans les cohortes de suicidants. Finalement, du coup, j'ai un peu orienté mon propos. Je vous ai refait un peu des statistiques descriptives sur les moins de 25 ans. Donc, la méthode de TS initiale qui amenait à l'inclusion, c'était également très souvent des IMV ou des phlébotomies. C'était associé à l'alcool dans 25% des cas et associé à une intoxication médicamenteuse dans 80% des cas. La moitié était hospitalisée après leur tentative. En termes de décès, on a 3 décès chez les moins de 25 ans. C'est tous des décès par suicide et par IMV. On avait 2 filles et un homme, et ils avaient tous été hospitalisés entre 4 jours et 28 jours, les 3. Lorsqu'on regarde du coup notre modèle de Cox, on voit que les facteurs de risque de décès par suicide, c'est le sexe masculin et le fait d'avoir plus de 45 ans. Les moins de 25 ans semblent être plutôt protégés face au décès par suicide, mais on a vu que les seules causes de décès étaient le suicide dans cette classe d'âge-là.
Il ne semblait pas y avoir d'association entre la méthode utilisée et le décès ultérieur par suicide, ou le lieu où le patient était inclus et le décès ultérieur, etc. Et on retrouvait les mêmes résultats pour les décès toutes causes. Donc on voit dans notre cohorte vigilance qu'il y a à peu près 1,7% de la cohorte qui est décédée à 1 an. La moitié de ces décès, c'est des suicides. Et ils surviennent dans les 4 mois suivant la tentative. Les points positifs, c'est que c'était une grande cohorte de suicidants avec 7400 patients. On a fait une analyse exhaustive des décès. Il nous manque à la fin que 4 causes de décès qui restent inconnues à la fin de notre étude. Et on a inclus quel que soit l'âge, quelle que soit la méthode d'ETS, quel que soit le diagnostic psychiatrique, pour limiter tous les biais de sélection dans cette cohorte. Une des grandes limites, c'est qu'on n'a pas le diagnostic psychiatrique pour nos patients, parce qu'on a vu que le MINI n'avait pas été... À 6 mois, on réalise un MINI, comme peu de patients ont bénéficié de l'appel à 6 mois, on n'a pas utilisé ces données-là. Et donc, on ne peut pas retrouver le lien entre le trouble psychiatrique et le décès ultérieur par suicide ou d'une autre cause. J'ai donc, juste pour aujourd'hui, regardé notre deuxième cohorte de patients suicidants. Bon, j'ai eu les données que samedi, donc je n'ai pas pu vous faire des statistiques très élaborées. J'ai uniquement fait des statistiques descriptives. Et donc, c'est une autre cohorte de patients qui ont tous bénéficié du MINI, donc dans les Hauts-de-France. Donc, c'est toute une cohorte de patients qui ont été inclus entre 2015 et 2021 et qui ont, eux, bénéficié de l'appel à 6 mois. Ça a été fait du coup de manière aléatoire. On a rappelé des patients de manière aléatoire. Comme on voyait qu'on n'arrivait pas à les rappeler tous, de manière aléatoire, on appelait certains patients pour pouvoir faire quand même un MINI et voir s'ils avaient récidivé. On a ainsi, dans les moins de 25 ans, 529 patients qui ont pu être appelés à 6 mois après la tentative. Et les résultats du MINI montrent qu'ils souffraient... pour la plupart, la moitié environ d'un épisode dépressif caractérisé, d'un trouble de l'usage d'alcool ou de substances et d'un trouble de stress post-traumatique, c'est les troubles les plus fréquemment retrouvés. Donc pour conclure, on a à peu près 1,7% de décès dans notre cohorte, la moitié par suicide, et chez les moins de 25 ans, c'était quand même 27% de notre cohorte, très peu de décès au final, mais les 3 seuls décès qu'on ressent sont des décès par suicide. Les troubles les plus fréquents, du coup, c'était la dépression chez ces sujets-là. Donc le suicide, la principale cause de décès dans notre cohorte générale, mais la seule cause de décès retrouvée chez les sujets jeunes. Ce qui a amené à faire une prévention ciblée pour ces patients-là, c'est déjà le cas avant, parce qu'on s'était déjà rendu compte avant mon étude que c'était une population très spécifique, les sujets jeunes. Au-delà de l'algorithme, ces patients-là sont aussi rappelés à AG10 de manière systématique maintenant. Et de la même manière, pour les sujets plus âgés, ils sont aussi rappelés de manière systématique par les vigilanceurs, qu'ils soient primo ou pas primo-suicidants. Merci à tous.